immense désert politique. Un désert politique de plusieurs décennies. Alors, pourquoi on peut dire une chose pareille? Bien sûr, il y a des partis politiques, il y a des syndicats, mais depuis plusieurs décennies, ils ne font plus leur travail, c'est-à-dire de défendre les intérêts des classes populaires et d'être efficaces pour contrer toutes les nouvelles forces qui ont menacé leurs intérêts. Et Dieu sait qu'il y en a eu depuis toutes ces décennies. Les pièges à lever sont pourtant innombrables. Le libre-échange, désormais généralisé, approfondi, mondialisé, il fait tant de dégâts. La financiarisation de l'économie, qui a été poussée à un point pas inégalé mais exceptionnel. Les infrastructures bancaires, monétaires, je parle ici des effets de structure, hein, évidemment. Les effets des structures qui ont eu le plus d'effets délétères sur les intérêts des classes populaires, qui ont évidemment entraîné le chômage structurel que l'on connaît, qui affaiblit tant les classes populaires. Des pièges innombrables. Et le principal, le premier piège à lever, il est institutionnel et il est politique. Le piège qui a permis de verrouiller tous les autres sont tous les traités, les accords, les institutions supranationales qui ont permis de sortir tous ces pièges des rapports de force démocratiques, qui ne peuvent avoir lieu qu'au sein des nations. On n'a jamais vu aucun rapport de force concernant les classes populaires qui ait jamais agi en dehors des nations. Et le but de ces institutions, de ces traités, de ces accords supranationaux est d'interdire ces rapports de force au sein des nations, en sortant toutes les décisions économiques et sociales de leur sein, et en dissolvant toutes les souverainetés nationales. C'est donc le piège le plus important à lever, qui permet tous les autres, qui a permis leur installation, leur approfondissement, et le fait qu'on ne puisse pas s'en débarrasser. Et c'est face à ces réalités que l'on ne peut que constater que les forces politiques, que les syndicats n'ont pas été capables de remplir leur rôle face à ça. En Europe, et donc en France, le principal de ces pièges, c'est l'Union européenne. Et l'euro et toutes les autres modalités de sa structure institutionnelle. Il assure à tous les mécanismes du néolibéralisme de fonctionner au mieux. Il livre tous les États et les budgets au marché financier. Il livre toutes les entreprises et tout le monde du travail à la puissance des actionnaires. Mais encore une fois, ce n'est pas ça, c'est son aspect technique, c'est ce qu'il permet techniquement, et c'est l'objet également de son installation. Mais là aussi, ce qui est le plus important en fait dans ces pièges institutionnels de l'Union européenne, c'est qu'il court-circuite la démocratie. Il supprime le rôle des parlements, en les laissant en vie, bien sûr, formellement. Les parlements sont toujours là, mais ils ne peuvent plus remplir leur rôle institutionnel. Il supprime donc la souveraineté nationale, la souveraineté budgétaire, la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, la souveraineté fiscale, tous les outils institutionnels qui constituent la souveraineté nationale sont dissolus par ces institutions. Et c'est là le plus toxique
de ce qu'est l'Union européenne et l'euro. Et c'est donc évidemment ce qu'il faut remettre en cause. Et alors, où sont les partis politiques qui permettent de lancer une dynamique populaire et politique pour faire sauter tous ces verrous, pour instruire des rapports de force efficaces afin de démanteler tous ces pièges, évidemment si toxiques, autant pour le pays que pour les classes populaires? Eh bien, on entend le vent souffler. Il n'y a personne. Bien sûr, je sais bien que nous sommes là. Je parle des partis et des syndicats en position de visibilité, qui ont une surface médiatique importante, qui étaient là depuis le début, c'est-à-dire depuis le début de toutes ces involutions, qui étaient là et qui n'ont rien fait. Ils ont fait des tas de choses, bien sûr, ils ont dit des tas de choses, mais ils n'ont rien fait sur le principal, sur les pièges principaux qu'il fallait combattre. Ils n'ont rien fait, ils continuent de ne rien faire, et ils font pire que ça, ils avalisent l'idéologie qui les permet, qui les défend, et ils empêchent que des partis et des syndicats fassent ce travail à leur place, puisqu'eux ne le font pas. Il y a donc une urgence toute particulière à constituer un front de résistance, et c'est là tout l'intérêt évidemment du CNR. On ne peut pas faire une union nationale comme ce que l'on entend depuis peu, puisque ça serait juste l'union de tous les partis qui ne veulent rien faire par définition. Seul un mouvement de type CNR est capable de fédérer les seuls partis courageux qui appellent à cette résistance. Pour l'instant, donc, il y a les gens qui sont rassemblés ici, les partis qui sont rassemblés ici, certains partis du monde syndical qui sont prêts à mener ce combat, quelques personnalités. Évidemment, ça peut paraître encore peu, et de fait, ça l'est. Mais nous ne devons pas nous sentir isolés. Parce que nous sommes peu, mais nous ne sommes pas réellement isolés. Nous ne sommes pas marginaux. Parce que, en fait, nous sommes les seuls à être en phase avec toute la population. Son exaspération montante, son désir de se libérer de tous ces pièges qu'elle connaît par cœur aussi bien que nous. Et elle attend désespérément que des mouvements politiques fassent le travail que l'on fait. Ils ne nous connaissent pas parce qu'il y a évidemment une omerta médiatique et politique gigantesque qui est là pour empêcher que nous fassions ce travail, mais nous arriverons à débloquer tous ces verrous, et quand les classes populaires s'apercevront qu'il y a cette dynamique qui est là pour les libérer, nous serons les seuls à être en phase avec leurs désirs, leur exaspération et leurs intérêts structurels. Donc voilà, je suis content que ce mouvement ait enfin démarré et qu'il ait enfin une surface publique.